La nuit a une manière particulière de rendre la musique dangereuse. Le jour, elle divertit, elle décore, elle rassure. La nuit, elle ressemble à une preuve. Imagine Vienne, fin 1791. Pas la Vienne des cartes postales, mais celle des couloirs froids, des portes qu'on ferme trop vite, des ruelles humides. Et de ces salons où la cire des bougies coule comme si le temps lui-même se fatiguait. Dans une pièce, un homme de 35 ans écrit comme on respire. Pas pour la gloire. Pas pour l'histoire. Pour tenir encore un peu. On a raconté qu'un messager est venu. Un inconnu, sans nom, sans visage, presque une ombre. Qu'il a commandé une messe des morts. Un requiem. Et que, dès cet instant, Mozart aurait compris que cette musique-là n'était plus une commande. C'était une annonce. Mais voilà le premier piège. Le piège que l'histoire adore. Quand une vie devient légende, chaque détail se met à briller trop fort. Un manteau sombre devient un présage. Une visite devient un fantôme. Une œuvre inachevée devient un message venu d'ailleurs. Ce soir, on va faire l'inverse. On va tenir l'ombre d'une main et la lampe de l'autre. On va garder la nuit, parce que Mozart appartient à la nuit. Mais on va aussi suivre les mécanismes, parce que Mozart appartient au monde réel, à ses règles, à son argent, à ses humiliations et à ses contrats invisibles. Car la vraie question n'est pas Mozart était-il surnaturel? La vraie question est plus inconfortable. Comment un être humain, né en 1756, a-t-il pu produire une sensation de surnaturel au point que, 2 siècles plus tard, on parle encore de lui comme d'une anomalie dans l'espèce? On dit « le plus grand prodige ». On le dit comme si c'était un miracle tombé du ciel. Or, un prodige, ce n'est pas seulement un don. C'est une machine. Une machine faite de routes, d'auberges, de salles pleines, de regards qui évaluent, de mains qui applaudissent. Et d'un père qui comprend très tôt une chose essentielle. Le talent, s'il n'est pas exposé, ne vaut rien. Alors Mozart enfant traverse l'Europe comme une rumeur vivante. On le montre. On le teste. On le fait rejouer. Et partout, on confirme l'étiquette « Wunderkind ». C'est flatteur, mais c'est aussi une cage. Parce qu'un enfant prodige n'a pas le droit de devenir simplement un homme. Et puis, plus tard, la deuxième cage arrive. Elle est plus élégante, plus silencieuse. Elle s'appelle Vienne. Elle s'appelle le marché, les abonnements, les concerts à souscription, les élèves qu'on prend moins par vocation que par nécessité. Elle s'appelle la liberté, mais une liberté qui a un prix, chaque mois, chaque semaine, chaque saison. C'est là que naît la polémique. Pas la polémique des ragots. La polémique historique, celle qui dérange vraiment. Mozart est-il le génie pur que l'on aime adorer, ou le produit d'une stratégie familiale, d'une discipline, d'un système qui a pressé l'enfance comme on presse un fruit rare? Mozart est-il mort dans l'abandon misérable? Ou est-ce que cette image, trop simple, sert surtout à rendre le mythe plus tragique, donc plus vendable? Et ce requiem, laissé inachevé, est-il un signe d'ailleurs, ou la conséquence froide d'une réalité? La maladie, la fatigue, les délais, l'argent. Et une commande bien réelle, passée pour un commanditaire réel, le comte Franz von Walsegg, connu pour demander des œuvres anonymement? Parce que oui, derrière le fantôme, il y a un nom. Et derrière le mystère, il y a une date. Le 5 décembre 1791, Mozart meurt à Vienne. 35 ans. Et le monde, au lieu de comprendre, commence à raconter. Et c'est peut-être ça, le plus surnaturel. Pas le génie en lui-même. Mais la vitesse à laquelle une société transforme un homme en symbole, un atelier en sanctuaire, une œuvre en relique. À partir de ce moment-là, chaque silence devient suspect, chaque rival devient coupable. Chaque trou dans le dossier devient une porte ouverte à l'imaginaire. Ce soir, on va reprendre le fil avant qu'il ne casse. On va remonter avant le requiem, avant la rumeur, avant les films et les caricatures. On va revenir à l'engrenage. À l'enfant qu'on transporte comme une merveille. Au jeune homme qui veut être libre dans un monde qui vend la musique comme un service. À l'artiste qui écrit trop vite pour que les gens aient le temps de croire que c'est humain. Et à la fin, quand la nuit retombera, tu verras peut-être ceci.
Mozart n'est pas une exception tombée du ciel. Mozart est un miroir. Un miroir où l'Europe du XVIIIe siècle a regardé sa propre obsession, fabriquer du sublime, et ensuite le mettre en cage. See too as clique. C'est probablement pour la même raison que tout le monde. Mozart te fait le même effet qu'une énigme bien écrite. Tu connais déjà le nom, tu as déjà entendu des mélodies, tu as déjà vu des images du prodige en perruque. Mais au fond, il reste cette sensation étrange. Quelque chose ne colle pas avec l'échelle humaine. Et c'est exactement là qu'on commence, parce que ce sentiment n'est pas un hasard. Il a été construit, entretenu, amplifié, jusqu'à devenir une forme de surnaturel. Alors ce soir, je te fais une promesse simple. On ne va pas réciter une biographie. On va traverser un mécanisme. À chaque étape, on aura une question claire, une scène concrète, et une réponse qui s'appuie sur le monde réel. Les routes, les salons, les contrats. Les humiliations, l'argent, la réputation, les délais. Et quand la légende apparaîtra, on ne la jettera pas à la poubelle. On la mettra à sa place. Comme un symptôme, comme une projection, comme l'ombre portée d'une époque. Voici la carte, pour que tu saches où tu vas, même si la nuit est longue. D'abord, on retourne au point zéro, l'Europe du XVIIIe siècle, un monde où la musique n'est pas un art au sens moderne, mais un service. Un signe de rang, un langage de pouvoir. Ensuite, on suit l'enfant qu'on exhibe comme une merveille, non pas pour le romantiser, mais pour comprendre comment on fabrique un prodige à vue. Sous les regards, sous les applaudissements, sous l'autorité d'un père qui sait lire le marché avant même de parler de génie. Puis on arrive à la bascule, Mozart adulte, au moment où il veut être libre dans une société qui ne sait pas quoi faire d'un artiste libre. Et là, on entre dans la zone polémique, celle qui dérange parce qu'elle retire un peu de magie sans retirer la grandeur. Après ça, on traverse 3 engrenages, 3 chapitres qui font tenir toute l'histoire. Le premier, c'est la machine matérielle, l'argent, les commandes, la circulation des œuvres, la logistique invisible d'une carrière. Le deuxième, c'est la machine du statut, qui donne la place, qui la retire, comment on humilie sans bruit, comment on protège sans amour. Comment on dépend d'un réseau, même quand on se croit indépendant. Le troisième, c'est la machine psychologique. L'attente du public, la pression d'être Mozart, la vitesse de création qui devient une prison. Et ce moment où le monde commence à préférer le mythe à l'homme parce que le mythe se consomme mieux. Et ensuite seulement, on revient à la chambre de 1791, au Requiem, à la fin, à ce point où la réalité se fissure et où la légende s'engouffre. On va trier ce qu'on sait, ce qu'on suppose, et ce que l'imaginaire a collé par-dessus pour fabriquer une histoire plus nette, plus tragique. Donc plus puissante. Et quand tout sera posé, on fera le geste final, celui que l'histoire fait toujours trop tard. On regardera ce que Mozart devient après Mozart. Pas un homme. Un symbole. Une preuve. Une relique. Et on comprendra peut-être que le surnaturel n'est pas seulement dans les notes, mais dans notre besoin collectif de croire qu'un être humain peut dépasser l'espèce. Ici, il y a un petit rituel. Si tu restes, tu ne restes pas pour consommer du contenu. Tu restes pour traverser une nuit avec une méthode. Alors installe-toi comme on s'installe pour une longue histoire, lumière basse, esprit ouvert, et une règle simple. À chaque fois que tu sentiras le mythe te tirer par la manche, on reviendra au mécanisme. À chaque fois que tu sentiras les mécanismes devenir froids, on reviendra à la nuit. C'est l'aller-retour qui fait la vérité respirable. Et si tu veux soutenir ce genre de récit, tu peux t'abonner. Pas comme un geste automatique, mais comme une façon de dire « Je veux d'autres nuits comme celle-ci ». Et surtout, à la fin, dis-moi en commentaire ce que Mozart représente pour toi, avant même qu'on tranche. Un prodige pur. Un homme pris dans une machine. Ou une légende dont on a eu besoin. Je lis ça, parce que ce type d'histoire se construit aussi avec la mémoire des autres. Si tu es prêt, on descend maintenant au niveau du sol. On retourne dans le monde d'avant le mythe. Dans le monde avant que la musique ne devienne une religion. Dans le monde où Mozart n'est pas encore un monument, mais un enfant, un père, des routes. Et une Europe qui s'apprête à transformer un être humain en phénomène. Avant Mozart, il faut comprendre le décor. Parce que le XVIIIe siècle n'est pas encore notre monde.
La musique n'y est pas un domaine sacré, où l'artiste règne seul. C'est une fonction sociale. Uno util de prestige. Une preuve de rang. Un langage de pouvoir. On joue pour marquer une hiérarchie, pour habiller une cérémonie, pour donner à un prince l'allure d'un homme éclairé. La musique est partout, mais elle n'appartient pas encore à l'idée moderne du génie libre. Elle appartient à ceux qui paient. Dans ce système, le compositeur est souvent plus proche d'un employé que d'un prophète. Il a un uniforme, un poste, une obligation de livrer. Il écrit parce qu'on lui demande d'écrire. Il arrange parce qu'on lui demande d'arranger. Il s'adapte au goût d'un patron, à l'humeur d'un public, aux usages d'une chapelle. Et surtout, il existe dans une économie très concrète. Il faut des commandes, des protections, des accès. La liberté artistique n'est pas une valeur suprême. La stabilité, oui. La place, oui. La faveur, oui. Et c'est là que le mot « prodige » prend un sens particulier. Un prodige, ce n'est pas seulement un enfant qui sait jouer. C'est une opportunité dans un marché de la curiosité et de la distinction. Quand une cour ou un salon reçoit un enfant prodige, elle ne reçoit pas seulement de la musique. Elle reçoit un spectacle rare, une preuve qu'elle peut attirer l'exceptionnel, une scène où les puissants peuvent se mettre en position d'arbitre. Ils jugent, ils applaudissent, ils récompensent. Le prodige ne brille pas seul. Il brille parce qu'on l'a placé sous une lumière. Cette lumière a un prix. Elle transforme la relation entre l'art et la vie. Elle impose des rythmes. Elle impose des tournées, des démonstrations, des attentes. Elle déplace le centre de gravité. La musique ne sert plus seulement à plaire, elle sert à prouver. À prouver qu'un enfant est extraordinaire. À prouver qu'un père sait produire de l'extraordinaire. À prouver qu'une famille peut être invitée, entretenue, remarquée. Avant même de parler de Mozart, on doit parler de ce monde où l'extraordinaire devient une monnaie. Il faut aussi comprendre la géographie morale du temps. Salzbourg, Vienne, Paris, Londres, Munich, Prague. Ce ne sont pas seulement des villes. Ce sont des systèmes de règles. Salzbourg, c'est l'ordre ecclésiastique, la discipline, la place assignée. Vienne, c'est la scène plus large, plus compétitive, plus commerciale, où l'on peut gagner davantage, mais où l'on peut aussi disparaître. Entre les deux, il y a un basculement qui ressemble à une modernité précoce. L'artiste commence à rêver d'être un individu, alors que le monde le considère encore comme un service. Et au milieu de tout ça, un autre élément crucial, le public change. Lentement, mais sûrement. On commence à voir apparaître des espaces où l'on paie pour écouter, où l'on compare. Où l'on se construit une culture comme on se construit une identité. La musique commence à sortir des seules mains des cours. Elle devient un terrain d'ascension sociale, de distinction bourgeoise, de conversation. C'est une transition. Et Mozart, justement, naît dans une période de transition. C'est pour ça qu'il est si fascinant. Il est placé exactement sur la frontière entre deux mondes, l'ancien monde du patronage stable et le nouveau monde du marché instable. Alors, si on veut comprendre le surnaturel, il faut déjà voir ceci, le surnaturel n'apparaît jamais dans le vide. Il apparaît quand un monde réel, avec ses règles, rencontre un talent réel, avec ses limites humaines. Puis que la rencontre produit une tension que la société n'arrive pas à digérer. Quand la société ne digère pas, elle mythifie. Elle transforme l'excès de réalité en histoire. Maintenant qu'on a le décor, on peut introduire le premier acteur qui sait, dès le début, comment utiliser ce décor. Celui qui comprend que le génie, avant d'être adoré, doit d'abord être montré. Leopold Mozart. Pour comprendre Mozart, il faut accepter une idée qui dérange un peu l'image romantique. Un génie ne se déplace pas seul. Il est porté. Par des mains, par des ambitions, par des contraintes, par des routes, par des portes qu'on ouvre ou qu'on claque. Et le premier de ces porteurs, le premier architecte du phénomène, c'est Léopold Mozart. Léopold n'est pas un simple père de prodige. C'est un homme du XVIIIe siècle qui lit le monde comme on lit un contrat. Il connaît la valeur de la discipline, mais surtout la valeur de la scène. Il sait que le talent, s'il reste dans une chambre, n'est qu'un secret de famille. Pour devenir une puissance,
il doit devenir une réputation. Et pour devenir une réputation, il doit être montré, comparé, attesté par des gens importants. Léopold comprend aussi une chose plus froide. L'Europe adore les merveilles, mais elle les consomme vite. Alors il faut tourner, encore et encore, frapper à de nouvelles portes, remplir de nouvelles salles, provoquer de nouveaux étonnements. Avant que l'émerveillement ne se transforme en habitude. À côté de Léopold, il y a un deuxième acteur, moins visible mais décisif, Salzbourg. Salzbourg n'est pas seulement une ville. C'est un climat moral. Un monde d'ordre, de hiérarchie, de devoirs. Un monde où l'on ne s'appartient pas vraiment. Là-bas, la musique est au service d'une institution, d'un archevêque, d'une liturgie, d'une représentation. C'est un environnement qui forme, qui structure, qui donne des règles. Mais c'est aussi un environnement qui étouffe dès que quelqu'un veut vivre autrement que dans le rang. Salzbourg est la matrice et la cage, et cette ambivalence va rester dans le destin de Mozart comme une cicatrice invisible. Ensuite, il y a la machine sociale qui transforme l'art en spectacle. Les salons, les cours, les voyages, les audiences. Le XVIIIe siècle n'a pas besoin de réseaux sociaux pour fabriquer une célébrité. Il a mieux, des réseaux de prestige. Un enfant qui joue devant un prince, c'est une histoire qui circule. Une histoire racontée avec des détails qui s'exagèrent, parce que l'exagération fait partie de la monnaie mondaine. On dit qu'il a joué les yeux bandés. Qu'il a improvisé comme un adulte. Qu'il a reconnu une pièce après une seule écoute. Dans ces cercles, la vérité n'est pas seulement ce qui s'est passé. La vérité est ce qui impressionne. Et Mozart, très tôt, devient ce genre de vérité. Mais au centre, évidemment, il y a l'enfant. Et là, il faut être précis. Mozart n'est pas seulement un petit garçon mignon avec une perruque. C'est un organisme sous pression. Un enfant soumis à des rythmes d'adultes, à des attentes d'adultes, à des évaluations d'adultes. On le félicite, on l'embrasse, on le teste. On l'applaudit, puis on lui demande de recommencer. Un prodige ne peut pas se permettre de rater. Parce que, s'il rate, ce n'est pas un enfant qui apprend. C'est un phénomène qui déçoit. Et cette différence-là est brutale. Elle fabrique très tôt une identité. Tu n'es pas seulement toi, tu es ce que les autres ont payé pour voir. Autour de lui, il y a aussi une figure qu'on oublie souvent au profit de la légende. Sa sœur, Nannerl. Elle n'est pas un simple décor. Elle est la preuve que la musique dans cette famille n'est pas un accident isolé. Elle est aussi le rappel d'une réalité sociale. Un talent féminin, même brillant, n'a pas le même destin public. Dans la construction du mythe Mozart, Nannerl fonctionne comme une ombre silencieuse. Elle montre que le prodige n'est pas seulement une question de notes, mais aussi de trajectoire permise. Et puis, à l'horizon, il y a Vienne. Vienne n'est pas encore l'acteur principal, mais elle est déjà l'aimant. Parce que Vienne, c'est la promesse d'un autre monde. Plus grand, plus compétitif, plus ouvert, mais aussi plus instable. Là-bas, tu peux être admiré sans être protégé. Tu peux être libre sans être en sécurité. Vienne n'est pas une destination romantique. C'est une arène. Et Mozart, un jour, va vouloir entrer dans l'arène. Enfin, il y a un acteur diffus, presque invisible, mais déterminant, le public. Pas le public comme foule anonyme, mais le public comme juge collectif. Ce public-là adore le miracle, mais il aime aussi la narration. Il veut des histoires nettes, l'enfant prodige, le père stratège, le rival jaloux, la mort mystérieuse. À mesure que Mozart grandit, ce public devient une force qui exige. Et quand une force exige, elle finit par déformer ce qu'elle regarde. Donc, si on résume les acteurs avant même que l'intrigue bascule, on a déjà une tension prête à exploser. Un père qui sait vendre le prodige. Une ville matrice qui impose la hiérarchie. Un enfant placé sous une lumière trop forte. Un monde de salon qui transforme l'art en preuve. Et, au loin, une arène appelée Vienne. La suite logique, c'est le moment où cette mécanique rencontre une question dangereuse. Que devient un prodige quand il n'est plus un enfant? Parce que l'Europe applaudit facilement un miracle enfantin. Mais elle a beaucoup plus de mal à accepter qu'un miracle veuille aussi être un homme. Il y a un instant dans la vie d'un prodige où le miracle cesse d'être une fête pour les autres.
Parce que le miracle a grandi. Il demande une place réelle, un statut réel, un respect réel. Et c'est là que le monde, souvent, se raidit. Le monde adore admirer un enfant extraordinaire. Il est beaucoup plus mal à l'aise face à un adulte extraordinaire, surtout si cet adulte refuse de rester à sa place. Mozart, au départ, n'est pas un révolutionnaire politique. Il n'a pas un programme. Il n'a pas un manifeste. Ce qu'il a, c'est une intuition simple et dangereuse. Il veut choisir. Choisir ses œuvres. Choisir ses scènes. Choisir ses alliances. Choisir sa vie. Et dans l'Europe de la fin du XVIIIe siècle, choisir n'est pas un verbe neutre quand tu dépends d'une cour, d'un poste, d'un archevêque. D'une structure qui te nourrit en échange de l'obéissance. À Salzbourg, l'ordre est clair. Tu appartiens à l'institution. Tu écris quand on te le demande. Tu joues quand on te le demande. Tu vis à la hauteur du rang qu'on t'accorde. Et Mozart, qui a connu très tôt l'ivresse des grandes capitales, des salles pleines, des admirations multiples, finit par ressentir Salzbourg comme une réduction. Pas seulement une réduction artistique. Une réduction existentielle. La musique, pour lui, n'est plus seulement un service. C'est un territoire où il veut respirer. C'est là que se produit la bascule. Le déclencheur n'est pas un unique scandale spectaculaire, mais une accumulation de micro-frictions qui, à force, deviennent une fracture. Le prodige, qui était utile tant qu'il était docile, commence à devenir un problème dès qu'il veut négocier. Le système, qu'il apportait tant qu'il faisait briller la maison, commence à lui rappeler qu'il n'est pas un prince, qu'il n'est pas un maître, qu'il n'est pas au-dessus. Ce rappel n'est pas forcément violent au sens physique. Il est violent au sens symbolique. Il dit, tu es un talent, pas une autorité. Et c'est précisément ici que commence la polémique la plus intéressante, celle qui n'a rien à voir avec les rumeurs de poison ou de rivales jaloux. La vraie polémique, c'est celle du statut. Mozart est-il un artiste moderne né trop tôt, qui tente d'inventer une liberté avant que la société ne soit prête à la reconnaître? Ou bien n'est-il un homme emporté par sa propre image, qui surestime sa capacité à survivre sans la protection d'une structure stable? Dans les deux cas, l'incident n'est pas seulement un événement. C'est une collision entre deux époques, l'ancienne logique du service et la nouvelle logique de l'individu. Quand Mozart fait le pas vers l'indépendance, il ne quitte pas seulement une ville. Il quitte un type de sécurité. Il quitte un modèle de carrière où la survie est assurée par la place. Et il entre dans un modèle où la survie dépend de la demande, de la réputation, de la saison, des alliances, du goût du public, de la santé. Et d'une chose que le génie ne contrôle pas, le timing. C'est un saut qui ressemble à un geste héroïque, mais qui, en réalité, est un pari. Et c'est là que l'histoire devient, soudain, très moderne. Parce que Mozart commence à vivre quelque chose que notre époque comprend immédiatement, la liberté comme précarité. La liberté qui donne de l'air, mais qui te coupe du filet de sécurité. La liberté qui te permet d'être toi-même, mais qui te demande de payer chaque mois l'existence même de ce toi-même. À partir de ce moment, tout ce qui vient ensuite peut se lire comme une suite d'engrenages. Non pas des péripéties romantiques, mais des mécanismes. Comment gagne-t-on de l'argent quand on n'a plus de poste fixe? Comment maintient-on un statut quand on n'a plus de protecteur officiel? Comment produit-on, encore et encore, quand on ne peut pas se permettre le silence? Et comment, à la fin, une œuvre inachevée peut devenir le matériau parfait pour fabriquer une légende? Le déclencheur, donc, c'est ce choix, ne plus être un prodige qu'on montre, mais un homme qui se gouverne. Et dès qu'il pose ce choix, l'histoire n'est plus seulement la vie de Mozart. L'histoire devient le procès d'un système face à un individu. Et c'est ce procès qui va faire naître, peu à peu, l'impression de surnaturel. Parce que plus le monde rend la vie difficile, plus ce que Mozart produit paraît impossible. Le premier engrenage est le plus banal, donc le plus cruel. L'argent. Dans l'imaginaire collectif, le génie devrait vivre au-dessus de l'argent, comme si l'inspiration payait le loyer. Mais dans la Vienne de la fin du XVIIIe siècle, l'argent n'est pas un détail de décor. C'est la gravité. Et quand Mozart choisit la liberté, il choisit aussi de sentir cette gravité chaque matin. Un poste à la cour,
ou dans une institution, c'est une forme de protection. Ce n'est pas seulement un salaire. C'est un statut, un accès, une stabilité. Quand tu sors de ce modèle, tu entres dans une économie fragmentée. Tu dois assembler ta survie comme on assemble un puzzle. Un peu de leçons, un peu de concerts, un peu de commandes, un peu d'édition. Un peu de réseau. Et chaque pièce dépend d'une chose instable, la demande. Le public peut adorer une saison, puis se lasser la suivante. Une crise, une mode, une rumeur, une maladie, et tout l'équilibre peut se fissurer. C'est ici qu'il faut casser une image trop simple. Mozart n'est pas seulement un compositeur. Il devient aussi un gestionnaire de sa propre existence. Il doit penser en calendrier, en recettes, En delays. En opportunités. et ce régime-là a un effet direct sur l'art. Quand tu dois livrer, tu écris différemment. Quand tu dois remplir une salle, tu construis une œuvre avec la conscience du public. Quand tu dois convaincre des élèves, tu deviens visible, disponible, présent. La musique, même sublime, se met à vivre sous la pression d'un compteur invisible. Et ce compteur fabrique une illusion très particulière chez ceux qui regardent de loin. Car plus Mozart produit, plus on a l'impression que c'est inexpliqué. On voit la quantité, la vitesse, la précision, et on conclut, ce n'est pas humain. Mais la vérité est plus troublante. La vitesse peut être un don, oui. Mais elle peut aussi être une contrainte. Elle peut être le résultat d'un monde qui ne te permet pas de ralentir. Le surnaturel commence parfois comme un simple manque de temps. Dans cette machine matérielle, la commande joue un rôle clé. Une commande, ce n'est pas une idée qu'on t'offre. C'est une dette. On attend quelque chose de toi. On attend une pièce, une date, une exécution, un effet. Le commanditaire n'achète pas seulement des notes. Il achète une position. Il achète le prestige d'avoir son œuvre. Et toi, tu acceptes parce que tu as besoin de tenir. Voilà pourquoi certaines œuvres portent en elles une tension. Elles doivent être belles, mais elles doivent aussi être ponctuelles, efficaces. Jowables. Vendables. Elles vivent à la fois dans l'absolu et dans le contrat. Cette pression rend Mozart extrêmement moderne. Parce qu'elle transforme le génie en sprint permanent. Tout devient affaire de rythme. Une saison de concert, c'est une fenêtre. Un opéra, c'est un événement avec un risque financier et social. Un échec n'est pas seulement une blessure d'ego, c'est une perte de terrain dans un marché où l'on oublie vite. Alors Mozart avance, encore et encore, comme si le silence était un luxe réservé aux puissants. Et cette cadence, à la longue, use tout, la santé, les nerfs, la stabilité. Le génie est une flamme. La machine matérielle demande qu'elle brûle sans pause. C'est là que naît la première grande ambiguïté morale de l'histoire. Quand on admire Mozart, on admire aussi, sans le dire, la capacité d'un individu à se rendre exploitable, à se rendre disponible, à transformer sa propre vie en production. C'est un angle inconfortable, mais il explique beaucoup. Le prodige n'est pas seulement un don. C'est un corps qui tient le choc. Et quand le corps commence à faiblir, le mythe arrive, parce que le mythe refuse d'imaginer le génie comme un corps. Et pourtant, dans la Vienne réelle, Mozart n'est pas un fantôme. Il est un homme dans une ville qui calcule. Une ville où l'on applaudit, mais où l'on compare. Une ville où l'on aime l'exception, mais où l'on paye quand l'exception sert un moment précis. Cette réalité-là ne diminue pas Mozart. Elle le rend plus vertigineux. Parce qu'elle montre que ce qui paraît surnaturel est peut-être, en partie, le produit d'une contrainte. Créer vite, créer bien, créer encore. Pour rester en vie dans un monde qui n'a pas la patience. Mais l'argent et la commande ne suffisent pas à expliquer la tension. Il y a un deuxième engrenage, plus silencieux, plus humiliant parfois, le statut. Qui te reconnaît? Qui t'emploie? Qui te méprise? Qui te fait entrer dans une pièce, ou qui te laisse dehors? Et c'est ce statut-là qui peut briser un homme, même quand il compose comme personne. Si l'argent est la gravité, le statut est l'air. Tu peux survivre un temps sans confort, mais tu ne survives pas longtemps sans reconnaissance. Dans la Vienne de Mozart, le statut n'est pas un mot abstrait. C'est une architecture. Il y a des portes qui s'ouvrent pour certains,
et des portes qui restent fermées pour d'autres. Il y a des salons où ton nom te précède, et des couloirs où l'on te rappelle, d'un regard, que tu n'es pas né au bon endroit dans la hiérarchie. Le paradoxe, c'est que Mozart est admiré, mais cette admiration ne se transforme pas automatiquement en pouvoir social. Il peut être considéré comme un phénomène, sans être traité comme un égal. Et c'est là que la liberté devient une illusion dangereuse. Parce que même en dehors d'un poste officiel, tu dépends d'un réseau. Tu dépends des directeurs de théâtre, des mécènes, des musiciens disponibles, des chanteurs, des familles influentes. Des abonnés qui garantissent une salle pleine. Tu dépends d'un écosystème qui peut t'aimer sans te respecter, te louer sans te protéger, te consommer sans te défendre. La machine du statut fonctionne avec des codes silencieux. Elle ne dit pas toujours non frontalement. Elle fait pire, elle laisse attendre. Elle fait circuler des promesses. Elle nourrit des espérances, puis elle les retire au dernier moment. Elle distribue des faveurs comme on distribue des signaux. Et dans ce monde, l'artiste indépendant est dans une position fragile. Il doit rester visible sans se rendre ridicule. Il doit être fier sans paraître insolent. Il doit demander sans donner l'impression de mendier. Il doit être grand sans menacer ceux qui se croient naturellement grands. C'est ici que Mozart devient un problème structurel. Parce qu'il n'est pas seulement talentueux. Il est, par moments, trop talentueux. Et ce « trop » peut être interprété comme une insolence. Dans une cour, l'art est censé servir la dignité du pouvoir. Si l'art commence à briller plus que le pouvoir, il devient suspect. Le génie, dans ce contexte, n'est pas une bénédiction pure. Il est une perturbation. Et la machine sociale trouve 1000 manières de neutraliser une perturbation sans l'avouer. La réputation joue un rôle central. Elle ne suit pas la qualité comme une ombre fidèle. Elle suit les récits. Elle suit les cercles. Elle suit les alliances. Une œuvre peut être magnifique, mais si elle n'est pas portée par le bon réseau, elle reste une victoire silencieuse. Un concert peut être sublime, mais si la mauvaise personne s'ennuie, la salle entière change de température. Et l'inverse est vrai. Un succès peut être amplifié jusqu'à devenir un événement. Simplement parce qu'il sert les intérêts de ceux qui veulent faire de toi une mode. C'est là que se glisse un deuxième type de polémique, plus intime, plus humaine. Mozart est-il mal compris, victime d'un monde injuste, ou bien est-il parfois maladroit? Incapable d'accepter les compromis que la machine du statut exige pour te laisser respirer. Parce que la machine du statut, contrairement à ce qu'on imagine, n'écrase pas tout le monde. Elle récompense ceux qui savent se plier, sourire au bon moment, flatter sans se salir, attendre sans se révolter. Et Mozart, justement, semble trop souvent incapable de jouer ce jeu-là longtemps. Non parce qu'il est pur, mais parce qu'il est impatient d'être reconnu à hauteur de ce qu'il produit. Il y a des humiliations dans cette histoire. Pas forcément des scènes de tragédie spectaculaires. Des humiliations de structure. Celles qui te rappellent que tu dépends. Que tu n'es pas indispensable. Que ton génie ne t'offre pas automatiquement une dignité sociale. Et ces humiliations ont un effet artistique direct. Elles poussent l'artiste à prouver, encore et encore. Elles poussent à produire des œuvres qui ne sont pas seulement belles, mais irrésistibles. Des œuvres qui forcent le monde à céder, ne serait-ce qu'un instant. Le génie devient alors une arme. Et une arme, même magnifique, fatigue celui qui la porte. Dans ce chapitre, on comprend aussi pourquoi l'image de Mozart insolent, enfantin, parfois vulgaire, devient si importante dans la légende. Elle sert de raccourci narratif. Elle permet au monde de se dire « Oui, il était incroyable, mais il avait un défaut. » Comme si le défaut justifiait la violence sociale. Comme si le défaut rééquilibrait l'ordre. Le génie reste génie, mais il redevient contrôlable moralement. Là encore, la légende n'invente pas tout. Elle sélectionne. Elle exagère. Elle choisit des détails qui servent une fonction, rendre le prodige acceptable. Et au centre de tout ça, Mozart se retrouve pris dans une contradiction impossible. Il veut être libre, mais il a besoin d'un réseau. Il veut être respecté, mais il refuse les rites du respect social. Il veut être payé pour son art, mais il refuse d'être traité comme un domestique de luxe. Il veut que la musique soit reconnue comme une forme de grandeur,
mais il vit dans un monde où la grandeur, la vraie, c'est le sang, le titre et le rang. Donc, plus Mozart avance, plus l'écart se creuse. D'un côté, sa musique devient plus profonde, plus audacieuse, plus maîtrisée. De l'autre, sa position sociale reste instable. Et c'est dans cet écart que naît une nouvelle pression, encore plus dangereuse, la pression psychologique d'être Mozart. De devoir, en permanence, correspondre à une image que le monde a déjà fixée. C'est le troisième engrenage. Celui qui n'est pas écrit dans les contrats. Celui qui vit dans la tête. Et c'est souvent là, plus que dans les rumeurs, que commence le vrai surnaturel. Quand un homme devient prisonnier de l'idée que les autres se font de lui. Le troisième engrenage est le plus invisible, donc le plus décisif. Ce n'est ni l'argent, ni le statut. C'est l'attente. L'attente des autres, d'abord. Puis l'attente que tu finis par mettre toi-même sur tes épaules, jusqu'à ne plus distinguer ce que tu veux de ce que le monde veut de toi. Un prodige grandit sous un regard qui ne cligne pas. Quand Mozart était enfant, ce regard disait « Fais-le encore ». Quand il devient adulte, le regard change de ton « Sois encore ça ». Et c'est une différence énorme. Parce que « faire » peut se répéter. Mais « être » devient une identité. À partir d'un certain moment, Mozart ne compose plus seulement pour livrer une œuvre ou pour réussir une soirée. Il compose dans une atmosphère où tout est comparé à ce qu'il a déjà été. Chaque pièce est évaluée comme une confirmation ou une trahison de l'image Mozart. C'est là que l'accélération devient un piège. Quand tu as été célébré pour aller plus vite que les autres, pour comprendre plus vite, pour produire plus vite, tu finis par croire que ralentir serait une forme de chute. Et le monde le croit aussi. Le monde adore l'idée d'un génie qui jaillit. Il aime moins l'idée d'un génie qui hésite, qui doute, qui fatigue, qui fait des brouillons. Alors la fatigue doit rester hors champ. Le doute doit rester hors champ. Tout doit garder l'apparence du miracle. Mais un miracle n'est pas un état naturel. Un miracle est une performance. Et la performance, à long terme, coûte. Elle coûte en sommeil. Elle coûte en stabilité. Elle coûte en air. Elle coûte en relation. On ne vit pas longtemps comme une preuve vivante sans payer quelque part. C'est ici qu'on peut commencer à comprendre pourquoi le surnaturel colle si bien à Mozart. Parce que, vu de l'extérieur, ce qu'il produit ressemble à un excès d'énergie humaine. Et quand quelque chose ressemble à un excès, l'esprit cherche une explication qui dépasse le réel. Alors il invente l'exception. Il invente le destin. Il invente l'ombre. À ce stade, le mythe n'attend même plus la mort. Il commence à se former autour de lui pendant qu'il vit. Les gens racontent déjà Mozart comme on raconte un personnage. Ils sélectionnent des anecdotes qui servent l'arc dramatique. Ils privilégient ce qui choque, ce qui amuse, ce qui confirme une idée simple. Il est différent. Et quand une société répète « il est différent », elle finit par enlever à l'homme le droit d'être simplement contradictoire. Elle transforme ses défauts en signes, ses erreurs en présages, ses variations d'humeur en preuve d'un tempérament hors norme. La psychologie, ici, devient le carburant de la légende. Il y a aussi une autre pression, plus sourde, la pression de la postérité anticipée. Mozart n'est pas naïf. Il sait que son nom circule. Il sait ce qu'il vaut. Il sait qu'il n'est pas interchangeable. Et cette conscience peut être une force, mais elle peut aussi devenir une cage. Tu te sens obligé d'être à la hauteur de ton propre nom. Pas seulement à la hauteur des autres, mais à la hauteur de la version idéale de toi-même. Et plus tu poursuis cette version idéale, plus tu risques de vivre avec un sentiment d'inachevé permanent. Parce que l'idéal n'a pas de fin. Il se déplace à mesure que tu l'approches. Dans cette machine psychologique, le monde extérieur et le monde intérieur se nourrissent l'un l'autre. Le public exige du miracle, l'artiste se met à courir après le miracle, puis l'artiste produit des œuvres qui ressemblent à des miracles. Ce qui renforce l'attente, ce qui renforce la course. C'est un cercle. Et le cercle a une issue souvent brutale, le corps. Le corps finit toujours par rappeler qu'il existe. Et quand le corps intervient, la légende se précipite. Parce que la légende déteste l'idée qu'un génie puisse être stoppé par quelque chose d'aussi banal qu'une faiblesse humaine.
C'est pour ça que, lorsqu'on arrive à 1791, on doit être prudent. Parce que si on ne comprend pas cette pression psychologique avant la fin, on interprète la fin comme un mystère pur. Alors qu'elle est aussi la rencontre entre une trajectoire accélérée, un système exigeant, et une vie qui a été poussée à tenir un rythme presque inhumain. Le surnaturel, dans ce sens, n'est pas un événement paranormal. C'est la forme que prend notre incapacité à regarder en face la mécanique. Maintenant, on peut faire une pause au milieu de la nuit. Une pause nécessaire. Parce qu'à ce stade, on a déjà traversé 3 machines. La machine matérielle, la machine du statut et la machine psychologique. Et on comprend enfin quelque chose de crucial. Mozart n'avance pas vers un mystère. Il avance vers un point où la réalité va se fissurer sous le poids de toutes ses forces, et où la légende, déjà prête, va entrer comme l'air dans une brèche. Si tu veux, on fait maintenant le geste du milieu, celui qui remet tout en place avant la descente finale. On s'arrête une seconde, au milieu de la nuit, pour remettre les repères à plat. Jusqu'ici, on n'a pas raconté Mozart comme une suite d'anecdotes. On a suivi 3 machines qui l'ont porté, puis pressé, puis déformé. La machine matérielle, vivre sans poste fixe, dépendre de la demande, transformer l'inspiration en calendrier. La machine du statut, être admiré sans être souverain, être utilisé sans être protégé, être jugé par des codes silencieux. La machine psychologique, devenir prisonnier de l'attente, courir après l'image, accélérer jusqu'à confondre vitesse et identité. Et si on a fait ce détour, c'est pour éviter le piège classique. Le piège, c'est de croire que l'histoire de Mozart est un mystère pur, un conte sombre où tout s'explique par un destin, un fantôme. Ou un ennemi. En réalité, le mystère n'apparaît jamais par magie. Il apparaît quand une réalité complexe devient trop lourde à tenir, alors l'esprit cherche une histoire plus simple, plus nette, plus dramatique. Une histoire où la fin est écrite dès le début. Voici donc ce qu'on sait déjà, avec une clarté froide. Mozart est un prodige réel, pas une invention. Mais il grandit dans un monde où le prodige est un capital. Mozart cherche la liberté, mais cette liberté s'achète au prix de l'instabilité. Mozart produit à une vitesse qui fascine, mais cette vitesse est aussi une réponse à une pression. Et surtout, bien avant la mort, la légende a commencé à se former autour de lui. Parce que la société avait besoin d'un récit à la hauteur de ce qu'elle ressentait en l'écoutant. À ce stade, la question n'est plus « était-il surnaturel ?» On a déjà une réponse implicite. Il était humain, mais placé dans un système qui fabrique une impression d'impossible. La vraie question, maintenant, est plus tranchante et plus inquiétante. Quand la réalité se brise, qui entre dans la brèche? Qui prend la parole? Qui choisit l'histoire officielle? Parce que 1791 arrive comme une porte qui claque. Et derrière cette porte, il y a un objet parfait pour la mythologie. Une œuvre inachevée, une mort trop tôt, des zones floues, des témoins partiels. Et une société qui adore transformer le flou en certitude dramatique. C'est exactement la matière première des grandes légendes. Assez de faits pour sembler vrais, assez de manques pour laisser l'imaginaire faire le reste. Alors on va faire la dernière traversée, mais avec une méthode stricte. On va entrer dans la fin comme on entre dans une pièce sombre. Pas en courant, pas en se racontant des histoires pour se rassurer. Mais en touchant les murs. On va distinguer 3 couches à chaque étape. Ce qui est établi, ce qui est probable, et ce qui relève de la construction. Et on va regarder en face la scène la plus chargée de toute cette histoire, le requiem. Car si le requiem est au centre, ce n'est pas seulement parce qu'il est sublime. C'est parce qu'il ressemble à une confession. Il ressemble à une musique écrite contre la mort, alors que la mort est déjà dans la pièce. Et quand une œuvre ressemble à une confession, les hommes deviennent incapables de la laisser tranquille. Ils veulent un coupable. Ils veulent un signe. Ils veulent un récit. C'est là que commence le payoff. On revient à Vienne. On revient à cette commande. On revient à cette fin. Et on va voir comment, en quelques semaines, un homme devient un dossier, puis un dossier devient une histoire. Puis une histoire devient une religion. On revient donc à Vienne, en 1791, mais pas à la Vienne mythologique. À la Vienne réelle, concrète, avec ses délais, ses soirées,
ses factures, ses relations, et cette fatigue qui ne se voit pas sur les portraits. Mozart n'est pas un personnage de tableau. C'est un homme qui travaille, qui court, qui promet, qui livre, qui tente de tenir sa place dans une ville où la place se paie, se négocie, se perd. Puis arrive cette commande, celle qui va aspirer toute la lumière. Le Requiem. La légende préfère un inconnu en manteau sombre, une apparition, un présage. La réalité, elle, ressemble plus à l'époque. Une commande qui circule par intermédiaire, une œuvre demandée dans des conditions particulières. Et un contexte où l'anonymat peut être un outil social, presque un luxe. Là, déjà, on voit le premier mécanisme de fabrication du mystère. Quand une information est partielle, l'esprit complète. Et ce qu'il complète, il le complète avec ce qu'il désire. Une histoire qui a du sens, une histoire qui ressemble à un destin. Dans cette dernière phase, tout se resserre. Les jours se contractent. Les obligations se superposent. La machine matérielle et la machine du statut continuent de tourner, mais la machine psychologique, elle, devient une chambre d'écho. Mozart sait qu'il tient quelque chose de grand, et en même temps il sait qu'il n'a plus le droit au ralentissement. Car ralentir, c'est perdre. Perdre de l'argent. Perdre une promesse. Perdre un théâtre. Perdre une saison. Et quand le corps commence à flancher, le monde, lui, ne flanche pas. Le monde continue de demander. C'est l'une des vérités les plus froides de l'histoire des artistes. La demande ne s'arrête pas quand le corps se fatigue. Alors on arrive à ce point où la fin se fabrique presque malgré tout le monde. Mozart tum malade. Les détails médicaux et les diagnostics rétrospectifs alimenteront des hypothèses, parfois sérieuses, parfois romancées. Mais il y a une chose qui compte plus que l'étiquette précise, la vitesse de la dégradation. Elle crée l'impression d'une rupture brutale. Et une rupture brutale, dans un récit collectif, appelle un coupable. C'est humain. Quand on ne supporte pas l'idée d'une fin absurde, on invente une fin signifiante. C'est ici que la légende de l'empoisonnement trouve son terrain idéal. Elle donne une forme simple à un chaos complexe. Elle transforme une constellation de pression, de fatigue, de fragilité, en une ligne droite. Quelqu'un l'a voulu. Quelqu'un l'a fait. Un rival, un complot, un pouvoir jaloux, un nom facile à prononcer. Et ce nom, longtemps, sera Salieri, parce que la légende aime les personnages nets. Un génie a besoin d'un antigénie. Un soleil a besoin d'une ombre. Mais si on applique notre méthode, on ne chasse pas l'ombre par orgueil. On la remet à sa place. On distingue les couches. La couche des faits. Mozart meurt le 5 décembre 1791, à 35 ans, à Vienne. La couche des hypothèses. La maladie, l'épuisement, les conditions de vie, les infections possibles, les symptômes rapportés. La couche de la légende, le poison, l'inconnu surnaturel, le rival démoniaque. Et on observe un phénomène essentiel. Plus on s'éloigne de la réalité documentable, plus le récit gagne en beauté dramatique. Ce n'est pas un hasard. C'est une sélection culturelle. Puis il y a l'autre noyau du mystère, plus tangible, plus puissant encore que les rumeurs, l'œuvre inachevée. Une œuvre inachevée est un aimant à fantasmes. Parce qu'elle ressemble à un message interrompu. Elle crée une question qui ne peut pas être fermée. Qu'aurait-il écrit, s'il avait une semaine de plus? Et quand une société n'a pas la réponse, elle remplit le manque avec du sacré. L'inachevé devient une porte vers l'infini. Le requiem, dans cette histoire, n'est pas seulement une partition. C'est un objet politique de mémoire. Car dès que Mozart meurt, la musique devient un enjeu. Elle doit être terminée, livrée, payée. Elle doit exister, parce que derrière elle il y a des engagements, des relations, une réputation. Et c'est là que le réel redevient brutalement concret. La légende raconte une messe écrite contre la mort. Le réel rappelle qu'une commande implique une livraison, et qu'une œuvre peut devenir une question de survie pour ceux qui restent. Alors la question, qui a écrit quoi, s'ouvre comme une fissure dans le marbre. Mozart a commencé. D'autres complètent. On organise, on assemble, on rend presentable. Et cette opération, nécessaire, va produire un autre effet. Elle va rendre l'œuvre plus mythique encore.
Parce que l'idée même qu'un requiem de Mozart soit, à moitié Mozart, réveille un fantasme collectif. Le génie est tellement grand que même son absence crée du génie. On ne dit plus « c'est une œuvre ». On dit « c'est une relique ». À ce stade, on peut sentir le basculement final. La mort n'a pas seulement arrêté une vie. Elle a libéré une histoire. Une histoire que personne ne contrôle vraiment, parce qu'elle circule dans les salons, dans les récits, dans les interprétations, dans les besoins d'une époque. Et plus le monde a besoin d'un Mozart surnaturel, plus il le fabrique. Non par mensonge pur, mais par sélection émotionnelle. On retient ce qui fait frissonner. On retient ce qui donne un sens. On retient ce qui transforme une fin en destin. Et pourtant, c'est ici que la vérité la plus forte apparaît, si on la supporte. Le plus grand scandale n'est peut-être pas le poison. Le plus grand scandale, c'est qu'un génie puisse mourir comme n'importe qui. À 35 ans. Avec des projets. Avec des dettes. Avec des promesses. Avec une œuvre qui n'a pas eu le temps de se refermer. Et cette banalité-là est intolérable pour une société qui a déjà commencé à adorer. On a donc notre payoff, mais il ne clôt rien. Il ouvre. Parce qu'à partir de 1791, Mozart cesse d'être un homme. Il devient un territoire. Un territoire où chacun vient chercher ce dont il a besoin. Un martyr, un miracle, une énigme, un symbole de pureté, un exemple d'exploitation. Une preuve que le sublime existe. Et c'est exactement ce qui nous mène à l'étape suivante. Que se passe-t-il après Mozart? Que fait le XIXe siècle, puis le XXe, puis nous, de cette mort, de cette œuvre, de ce manque? Comment une histoire personnelle devient une machine culturelle? Après 1791, il se passe quelque chose de très particulier, presque mécanique. Mozart disparaît, mais Mozart commence. La mort ferme une biographie, et dans le même geste, elle ouvre un espace de projection. Et cet espace, le XIXe siècle va s'y installer avec une intensité presque fébrile, parce que ce siècle-là a besoin de figures. Il a besoin de génie. Il a besoin d'artistes qui ressemblent à des prophètes. Et Mozart, mort jeune, avec une œuvre immense et une fin trouée de silence, est un matériau idéal. Le premier mouvement, c'est la sanctification. On change le statut de la musique. On ne la traite plus seulement comme un art agréable ou un service de cour. On commence à la traiter comme une vérité intérieure. Comme une religion sans dogme. Et dans une religion, il faut des saints. Mozart devient l'un de ces saints, mais pas un saint austère. Un saint lumineux, paradoxal, enfantin et grave, joyeux et tragique, simple et inatteignable. Plus l'époque romantique valorise l'âme, plus elle aime l'idée d'un être qui aurait eu accès, naturellement, à un langage de l'âme que les autres doivent apprendre péniblement. Ensuite vient la réécriture de la vie. Une vie réelle et pleine de compromis, de négociations, d'hésitations, de jours ordinaires. Une légende, elle, a besoin d'une ligne claire. Alors on resserre. On simplify. On transforme des conflits de statut en drames existentiels. On transforme des contraintes économiques en destin. On transforme la complexité d'une carrière en récit d'un homme trop pur pour le monde. Ce n'est pas forcément un mensonge conscient. C'est un tri. Et ce tri est toujours guidé par la même chose. Ce qui fait sang, ce qui touche, ce qui élève. C'est dans ce contexte que certaines figures deviennent énormes, même si elles ne sont pas centrales historiquement. Salieri, par exemple, devient un personnage parfait pour la dramaturgie. Il incarne l'ombre jalouse, la médiocrité qui complote, l'ordre social qui refuse l'exception. Peu importe la nuance, peu importe les archives, peu importe la complexité réelle des relations entre musiciens dans une capitale. La légende ne cherche pas un collègue. Elle cherche un antagoniste. Et l'antagoniste offre au public une chose précieuse, une explication émotionnelle. Si Mozart a souffert, c'est qu'il y avait un méchant. Si Mozart est mort, c'est que le monde n'a pas supporté la lumière. Puis, progressivement, Mozart devient un langage commun. Il n'appartient plus seulement aux musiciens. Il appartient à l'école, au salon bourgeois, aux salles de concert, aux récits populaires. On joue Mozart pour apprendre le bon goût. On joue Mozart pour prouver une culture.
On joue Mozart pour se rapprocher d'une idée d'harmonie. Et dès qu'une œuvre devient un rite social, elle acquiert une couche supplémentaire de sacré. Elle n'est plus seulement évaluée pour ce qu'elle est. Elle est évaluée pour ce qu'elle représente. C'est là qu'apparaît un phénomène fascinant, la séparation entre l'homme et le symbole. Plus Mozart devient indispensable culturellement, moins on tolère Mozart comme être humain. Tout ce qui est trop humain devient gênant. Les zones de vulgarité, les contradictions, les dettes, les compromis, les erreurs, les faiblesses, deviennent des détails qu'on efface. Soit qu'on transforme en traits de génie. Même le trivial devient sublime par contamination. Parce qu'un symbole ne peut pas être banal. Un symbole doit rester cohérent avec la grandeur que la société lui attribue. Ensuite, au XXe siècle, la machine change de vitesse avec la culture de masse. La musique de Mozart circule plus largement, plus vite, plus facilement. Elle entre dans le cinéma, la publicité, la radio, les enregistrements. Et à chaque passage, elle se charge de nouvelles significations. Elle devient la bande-son de l'intelligence, de l'élégance, de la mélancolie, du mystère. Et surtout, elle devient un raccourci émotionnel. Quelques mesures suffisent à déclencher une impression de profondeur. Là encore, c'est une forme de surnaturel, mais un surnaturel social. La musique devient un code. Et puis il y a la grande ironie. Plus Mozart devient accessible, plus il devient mythique. Parce que l'accessibilité ne détruit pas la légende. Elle la diffuse. Elle la multiplie. Elle fait de Mozart un objet dont chacun possède une petite part, et donc un objet que chacun peut réinventer. Le Mozart du concert n'est pas le Mozart du film. Le Mozart du manuel scolaire n'est pas le Mozart du passionné d'opéra. Le Mozart du grand public n'est pas le Mozart du musicologue. Il y a une constellation de Mozart, et cette constellation protège le mythe. Si tu contestes une version, une autre prend la place. Ce qu'on observe, en somme, c'est une transformation complète. Le prodige historique devient une infrastructure culturelle. Mozart devient une référence pour parler de ce qu'on veut défendre. La beauté, l'ordre, l'enfance, la pureté, la créativité. Ou même l'idée que le sublime existe encore dans un monde industriel. Et plus une société a besoin de cette idée, plus elle nourrit l'icône. Mais ici, une question surgit, et c'est elle qui prépare la dernière révélation. Si Mozart est devenu éternel, ce n'est pas seulement grâce à la qualité de son œuvre. C'est aussi parce que la société a appris à utiliser Mozart pour se raconter elle-même. Mozart comme preuve. Mozart comme refuge. Mozart comme alibi culturel. Mozart comme miroir. Et c'est précisément ce miroir qu'on doit maintenant regarder en face, parce qu'il nous dit quelque chose de plus vaste que Mozart. À ce point de l'histoire, on pourrait s'arrêter et dire « Voilà, Mozart était un génie. Il est mort jeune. Le monde l'a mythifié. Ce serait propre, et presque satisfaisant. Mais ce serait passé à côté de ce que cette histoire a de plus troublant. Parce que Mozart, en vérité, n'est pas seulement un compositeur exceptionnel. Mozart est un mécanisme social à l'état pur. Il révèle une chose que les sociétés font sans s'en rendre compte, quand elles rencontrent une intensité humaine trop grande. Elles la déplacent hors de l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain dérange. L'humain est contradictoire. L'humain vieillit. L'humain hésite. L'humain se fatigue. Et surtout, l'humain peut être injustement traité, exploité, humilié. Or, si on accepte vraiment que Mozart est humain, on est obligé d'accepter des questions inconfortables. Comment un monde peut-il mettre un enfant sur les routes pour en faire un spectacle? Comment un système peut-il admirer un talent sans lui donner un statut digne? Comment une société peut-elle consommer le sublime tout en laissant l'artiste dépendre de la demande, du réseau, de la saison, du hasard? Comment, enfin, un génie peut-il mourir sans que l'univers ne s'arrête? La fabrication du surnaturel est une solution à cette gêne. Elle permet de transformer une réalité trop complexe en récit supportable. Si Mozart est au-dessus, alors les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Alors ce n'est plus une histoire d'exploitation ou de précarité. C'est une histoire de destin. Si Mozart est né pour ça, alors ce n'est plus un enfant pris dans une machine. C'est un élu.
Et s'il meurt jeune, alors ce n'est plus une fin absurde. C'est une tragédie écrite. Le surnaturel, ici, est une anesthésie morale. Il nous évite d'avoir à regarder le système. Mais il y a un deuxième usage du surnaturel, plus subtil, plus intime. Le surnaturel sert aussi à protéger l'idée de beauté. Parce que si Mozart est totalement humain, alors cela signifie qu'un être humain, comme nous, peut produire une beauté qui dépasse nos mots. Et cette idée-là est vertigineuse. Elle est trop grande pour la psychologie ordinaire. Alors on la met ailleurs. On dit, c'est une exception. C'est un miracle. C'est un mystère. Et ainsi, on conserve la beauté sans être obligé de se confronter à ce qu'elle implique. La possibilité que le sublime ne soit pas un cadeau du ciel. Mais une capacité humaine, rare, oui, mais humaine. Mozart révèle donc un double besoin collectif. D'un côté, on veut croire que le sublime existe. De l'autre, on veut éviter la responsabilité que cette croyance entraîne. Car si le sublime est humain, alors la société a le devoir de traiter humainement ceux qui le produisent. Et l'histoire, souvent, montre l'inverse. On adore le sublime, mais on ne sait pas toujours aimer l'humain qui le fabrique. Alors on préfère aimer un mythe. Le mythe est plus simple. Il ne demande pas de justice. Il ne demande pas de protection. Il demande seulement une émotion. C'est pour ça que les polémiques autour de Mozart reviennent sans cesse. Pas parce que les gens aiment les ragots, mais parce que les polémiques sont la tentative, maladroite, de récupérer l'humain. Qui a payé? Qui a profité? Qui a humilié? Qui a menti? Qui a exagéré? Qui a transformé? Qui a vendu? Chaque polémique est une façon de dire, derrière la statue, il y avait une vie. Et cette vie avait des rapports de force. Et c'est là, finalement, que Mozart devient un miroir de notre époque autant que de la sienne. On croit souvent que le XVIIIe siècle est loin. Mais les mécanismes que nous avons suivis sont étrangement actuels. L'exposition de la précocité. La transformation du talent en produit. La dépendance à la demande. La tyrannie de la reputation. L'instabilité du statut. La pression d'être toi-même sous les yeux des autres. Le besoin de produire vite. Le refus social de voir la fatigue. Le mythe qui remplace la complexité. Tout cela, Mozart l'a vécu sous une autre forme, mais la logique est reconnaissable. Alors la révélation, à la fin de cette nuit, n'est pas Mozart était surnaturel. La révélation, c'est que le surnaturel est un langage social. Un langage qu'on utilise quand la réalité dépasse ce qu'on est prêt à regarder. Mozart n'est pas un être tombé du ciel. Mozart est une collision entre un talent immense et un monde qui ne sait pas quoi faire d'un talent immense autrement que de l'exhiber. De le consommer, puis de le sanctifier. Et si on doit garder une phrase, une seule, alors ce serait celle-ci. Le génie est humain. Ce qui devient surnaturel, c'est la façon dont une société le transforme pour se rassurer, se distinguer et se raconter une histoire. Il reste maintenant un dernier geste à faire. Parce qu'une fois qu'on a vu le mécanisme, il faut refermer la nuit proprement. Pas avec une conclusion sèche. Avec une fermeture qui laisse le mythe respirer, mais qui le met à sa juste distance. Et il faut te laisser une clé, une question, quelque chose qui continue après l'écran. Alors voilà. On a traversé la nuit sans trahir la nuit. On n'a pas cassé Mozart pour faire intelligent. On n'a pas adoré Mozart pour faire rêver. On a fait quelque chose de plus difficile. On a tenu les deux en même temps. Le prodige réel et la machine qui l'a fabriqué. La musique sublime et les contraintes banales qui l'ont encerclée. La légende et ce qu'elle révèle sur nous. Si tu veux garder une image, garde celle-ci. Mozart, ce n'est pas seulement un nom sur une affiche. C'est un point de tension entre deux mondes. Un monde ancien qui veut que l'art serve le rang, et un monde nouveau qui commence à croire que l'art peut être l'expression d'un individu. Mozart est né trop tôt pour être pleinement moderne, et trop libre pour être docilement ancien. Alors il a vécu dans l'entre-deux, cet endroit où l'on brille beaucoup, mais où l'on est rarement en sécurité. Ce qu'on a vu, c'est que le surnaturel n'est pas une preuve de magie. C'est une preuve de collision. Quand un humain produit une intensité que la société ne sait pas digérer,
La société invente une histoire pour la digérer. Et Mozart était cette intensité. Sa vitesse, sa précision, sa capacité à donner à la musique l'air d'une évidence, tout ça crée un vertige. Le vertige, on ne le supporte pas longtemps. Alors on le transforme en mythe. La polémique, elle, prend une autre couleur quand on la regarde calmement. Elle n'est pas seulement un plaisir de scandale. Elle est le signe que quelque chose cloche dans la manière dont on traite le talent. Elle est la tentative de ramener un symbole dans la vie, de rappeler qu'un génie a un corps, des jours ordinaires, des dépendances, des humiliations, des choix, des erreurs. Les polémiques autour de Mozart, au fond, sont une lutte entre deux besoins. Le besoin d'un saint et le besoin d'un homme. Et si tu me demandes ce qu'il faut croire, après cette nuit, je te dirai ceci. Crois à la musique. Crois au prodige. Mais méfie-toi de la facilité du récit. Méfie-toi des histoires trop parfaites, trop symétriques, trop propres. Parce que la perfection narrative est souvent le signe d'une légende, pas d'une vie. Une vie ne se raconte pas comme une tragédie. Une vie se bricole. Et c'est justement ce bricolage qui rend Mozart plus vertigineux encore, parce que malgré le bricolage, la beauté tient. On peut donc laisser Mozart là où il mérite d'être. Pas dans un ciel inaccessible. Pas dans une boue de rumeurs. Mais dans une zone rare. Celle où l'humain dépasse ce que l'humain croit possible et où la société, incapable de le regarder en face, invente des mots comme « surnaturel » pour ne pas avoir à avouer qu'un homme a réellement fait ça. Et maintenant, c'est toi qui as la clé. La prochaine fois que tu entendras Mozart, fais un test simple. Pendant quelques secondes, oublie le portrait, oublie la perruque, oublie les histoires de rivales, oublie même le requiem. Écoute seulement ce que tu ressens. Si tu sens une sorte d'évidence impossible, une lumière qui paraît trop nette pour être fabriquée, alors tu comprendras pourquoi le mythe est né. Pas parce que la musique vient d'ailleurs, mais parce qu'elle touche un endroit en nous où le réel et l'irréel se confondent. Si tu as aimé cette traversée, abonne-toi. Pas pour gonfler un chiffre. Pour continuer ces nuits où l'histoire et la légende se frôlent, et où on essaie de comprendre sans tuer la beauté. Et dis-moi en commentaire une chose très précise. Quel est ton Mozart moment? L'instant où tu as entendu une mesure, un thème, une phrase musicale, et où tu t'es dit, ce n'est pas possible que ce soit humain. Je veux lire ça. Parce que ce moment-là, c'est exactement le point où la légende commence, à l'intérieur de chacun. Et si tu veux une prochaine nuit de l'histoire sur un autre génie devenu mythe, écris simplement un nom. Beethoven, Chopin, Vivaldi, Marie-Antoinette, Napoléon, Jeanne d'Arc. Ou un nom plus inattendu, plus sombre, plus controversé. On choisira ensemble et on recommencera le rituel. La nuit, la méthode et la vérité respirable. La nuit se referme. La musique, elle, reste.